Et yo la guilde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, c'est le jour du patch note. Et quel patch note, honnêtement, je crois que d'histoire même de Blizzard, de manière générale, je me souviens pas avoir vu un patch note aussi long sur un jeu, en fait, tout simplement. Il est monstrueux. Je crois qu'ils ont annoncé une 30 ou 40 pages. Enfin, voilà, ça va jusqu'en bas. Hier, avec tous les bugs fixes, je vous passerai pas les bugs fixes d'ailleurs, et je vous les ai pas traduits parce que je vous ai fait un article en français sur mon site internet qu'on va passer en revue. Dans tous les cas, il y a plein de bonnes choses globalement, même si c'est plein de choses qu'on aurait aimé avoir tout simplement au moment de la sortie du jeu, mais au moins c'est là. Ça a le mérite d'avoir été fait. Bon, il faut encore tester, mais franchement, il y a plein d'idées intéressantes. Si je continue à pouvoir vous produire des news aujourd'hui, que ce soit sur Diablo 4, mais aussi d'autres jeux, ainsi que de nombreux guides, eh bien c'est grâce à vos abonnements. Donc si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos et surtout soutenir la chaîne, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Donc vous retrouverez l'article sur camilabs.fr ou tout simplement en description, vous avez la traduction en française du patch note qui Blizzard l'a pas encore traduit en français, en tout cas je ne l'ai pas trouvé sur le site en français, donc comme ça je vous l'ai mis en version un petit peu traduite, même s'il peut y avoir des petites erreurs de traduction, notamment au niveau des noms des objets. Et d'ailleurs en parlant des objets, on va commencer par voir les objets uniques qui ont été présentés par Blizzard, donc les nouveaux objets uniques, comme vous le savez, à chaque nouvelle saison il y aura des nouveaux aspects, mais aussi des nouveaux uniques qui vont faire leur apparition. Et potentiellement, est-ce qu'on pourrait dire que ça sera la saison avec le plus d'apports d'uniques, puisque les Uber uniques vont être potentiellement droppables, puisque c'était pas vraiment le cas avant, c'était très difficile d'avoir... Enfin, très difficile, c'était quasiment impossible d'avoir des Uber uniques. Et donc du coup, comme ils ont dit que ça allait être beaucoup plus facile de les loot sur cette extension, alors on ne sait pas dans quelle proportion, mais potentiellement ça veut dire qu'on a beaucoup d'uniques qui vont être accessibles et ajoutés sur cette nouvelle saison. Tassay of the Doing Sky, encore désolé pour la prononciation en anglais, voilà, je suis pas très bon pour ça. C'est un pantalon unique générique, c'est-à-dire pour toutes les classes. Lorsque vous subissez des dégâts d'un type non physique, vous gagnez 6 à 10% de résistance maximum à ce type de dégâts pendant 6 secondes. Cet effet ne peut s'appliquer qu'à un seul type de dégâts à la fois. Et oui, puisque c'est le retour des résistances, on en parlera peut-être un peu plus loin dans l'article, j'ai pas tout lu encore, je sais pas s'ils vont en parler, mais bon, dans le doute, en gros, ils ont retravaillé le système de résistance, et ça aura beaucoup plus d'impact, notamment sur certaines attaques élémentaires, ça va jusqu'à 70% de réduction, je crois, mais on peut outrepasser cette réduction maximale que vous pouvez atteindre avec une réduction de magie, avec notamment ce genre d'affixes qui vont vous permettre de dépasser donc les 70% de résistance sur un type de résistance élémentaire, donc voilà. Ce qui pourra peut-être nous préparer à certains boss, etc. Ensuite, on a Tuskel M of Joritz the Mighty, le casque unique barbare qui vient de sortir. Lorsque vous gagnez Berserking tout en étant déjà en état Berserk, vous avez 40 à 60% de chance de devenir plus furieux encore, accordant 15% de dégâts supplémentaires, 2 furies par seconde et 10% de réduction de temps de recharge. Donc c'est un mode super berserk, on peut appeler ça comme ça. C'est pas mal parce que c'est vrai qu'on pouvait overlap comme ça l'état de berserk, alors ça pouvait le prolonger, mais là du coup ça rajoute une autre dimension au berserk, et il y a pas mal de builds à mon avis qui sont déjà très forts, qu'on a identifiés comme très forts, qui vont à mon avis le rester sur cette saison et encore plus fort avec ces mécaniques de saison. Pour le druide, on a Dolmenstone, ça c'est une mécanique que j'avais vue, je crois qu'ils avaient présenté dans la vidéo justement qu'on avait vue, et ça permettait en fait que quand on lance un rocher en druide, on voit le rocher qui tourne en fait autour de vous comme ça tout simplement. Donc je trouvais ça assez amusant, c'est une bonne mécanique, à voir si ça fait suffisamment de dégâts, mais c'est intéressant. Pour les voleurs, on a Scoudrel Leaser avec l'énergie limitée grâce à Inner Sight. Vos compétences ont 60 à 80% de chance de générer des caltrops, un piège empoisonné ou un piège mortel. Donc je sais pas exactement ce que c'est des caltrops, apparemment c'est peut-être des pièges au sol qui risquent d'apparaître. Pour les nécromanciens Blood Moon Breach, vos sbires ont 3 à 7% de chance de maudire les ennemis. Les ennemis touchés par au moins l'une de vos malédictions subissent 70% de dégâts supplémentaires de votre part. Peut-être le retour ou peut-être même un build viable mignon sur cette extension. Pour les sorciers, on a Blue Rose, endommager un ennemi à jusqu'à 30% de chance de former un pic de classe explosif, infligeant de 0,25 à 0,30 de dégâts de froid. Un autre casque générique God Slayer Crown, lorsque vous étourdissez
étourdissez, gelez ou immobilisez un ennemi d'élite, vous infligez des dégâts à un boss. Il attire des ennemis à proximité, vous leur infligez 30 à 60% de dégâts supplémentaires pendant 3 secondes. Cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 12 secondes. D'autres bugs génériques, Flicker Step, chaque ennemi que vous évitez réduit votre temps de recharge ultime de 2 à 4 secondes jusqu'à 10 secondes. On a un anneau générique également, coup chanceux, vos effets de dégâts sur la durée ont jusqu'à 50% de chance d'éclater, infligeant 50 à 60% de dégâts du même type aux ennemis à proximité. Donc ça pourrait être assez marrant pour certains builds qui vont pouvoir poser comme ça des dots un petit peu de partout, ça va les faire exploser, ça peut être sympa. Un autre plastron ici, votre potion de soin ne soigne plus instantanément, à la place elle accorde une barrière équivalente à 200% du soin pendant 4 secondes. Tant que vous avez une barrière, vous bénéficiez d'une réduction de dégâts de 10 à 20%. Ça peut être également très intéressant dans certains builds. Je pense notamment au Bulwark. Alors je sais que le Bulwark a été nerf sur les dégâts, mais tant qu'ils n'ont pas nerfé la mécanique qui permet de réduire les dégâts quand vous êtes à moins 35% tout en ayant une barrière comme ça qui va permettre d'absorber les dégâts, si ça marche toujours, eh bien ça peut être extrêmement puissant pour le build Bulwark du coup. Même s'il faudrait encore améliorer la visibilité sur la barrière, puisque on voit pas très bien à combien on est de barrière, sauf quand on passe la souris au-dessus. Et enfin, une amulette générique, après avoir dépensé 300 de votre ressource principale, votre prochaine compétence principale est garantie d'être overpower. Vos coups critiques qui overpower, donc c'est accablant en français, infligent 80 à 120% de dégâts supplémentaires. Ça pourrait être extrêmement intéressant, notamment pour des builds du druide qui garantissent quand même beaucoup d'overpower et de critiques également en même temps. Je pense par exemple au build de glissement de terrain que j'avais fait il y a longtemps, et c'est vrai qu'avec cette amulette ça pourrait être extrêmement puissant je pense. Ils ont rajouté également quelques aspects, donc on a un aspect générique, vous gagnez 20 à 30% de dégâts supplémentaires sur l'ensemble des types de dégâts pendant 7 secondes. Cet effet alterne entre deux ensembles, feu, foudre physique ou froid, poison et ombre. Pour le barbare, on a l'aspect de la rupture effrénée. Votre rupture ne supprime pas les dégâts de saignement des ennemis. Cet effet peut se produire une fois toutes les 30 à 40 secondes. Pour le druide, on a l'aspect de la puissance brute. Après avoir touché 15 ennemis avec vos compétences en ours-garou, votre prochaine compétence d'ours-garou infligera 30 à 50% de dégâts supplémentaires et étourdira les ennemis pendant 2 secondes. Ça ressemble un petit peu au talent pulvérisation. Pour les voleurs, on a aspect d'initiative habile. Lorsque vous dépensez 100 points d'énergie, vous libérez un groupe de grenades étourdissantes qui explose, infligeant 0,2 à 0,3 de dégâts physiques totaux et étourdissant les ennemis pendant 0,5 secondes de vos compétences de grenade, infligeant 15% de dégâts supplémentaires. Pour le nécromancien, on a un coup de chance avec vos effets dégâts d'ombre sur la durée, on a une chance donc 10 à 30% de générer 3 d'essence. Les dégâts de votre compétence passive Shadow Blight Key généreront toujours 2 essences. Et enfin pour le mage, on a aspect du mage de bataille. Lorsque vos compétences de conjuration touchent un ennemi, vous avez jusqu'à 30 à 40% de chance de gagner plus 1 rang à vos compétences de conjuration pendant 12 secondes. Cet effet peut s'accumuler jusqu'à 3 fois. Au niveau de l'expérience, on avait parlé dans la dernière vidéo, ils ont énormément augmenté les gains d'expérience, donc là ils sont un peu plus revenus en détail. Je vais pas tout vous repasser, mais globalement, dans la plupart des objectifs de jeu, tout a été revu à la hausse. Il part d'une augmentation générale de 40%, mais franchement, quand je regarde certaines choses, j'ai vraiment l'impression que ça va être beaucoup plus, notamment par exemple sur les murmures ou les quêtes qui vont donner beaucoup plus d'expérience, ce qui est très bien puisque ça va motiver de faire les différents objectifs qu'on va croiser, puisqu'on des fois on en avait des objectifs, que ce soit des quêtes secondaires ou autres, on les faisait pas parce que c'était pas rentable. Bah du coup apparemment ça va être très rentable, donc intéressant pourquoi pas de changer d'activité parce qu'on sait qu'on va pas perdre notre temps. Il y a eu également des ajustements sur les glyphes de parangon, je vais pas vous les passer tout en revue, je vous conseille d'aller voir celles qui sont sur la classe que vous voulez jouer, peut-être que ça vous aidera à vous faire une idée, mais c'est un petit peu comme les modifications de compétences de classe, étant donné qu'ils ont modifié toutes les formules de calcul pour les différentes classes ici, et globalement c'est quasiment que du buff pour la plupart des classes, mais je pense que pour se faire une idée, il faudra vraiment avoir le jeu entre les mains parce que avec toutes les modifications plus les nouvelles glyphes, les nouvelles parangons, les uniques, les aspects, etc., c'est difficile de savoir si, ok, est-ce que ce changement va vraiment être bien ou pas. Bah, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, il va falloir jouer au jeu pour se faire une idée vraiment. En tout cas, encore une fois, je vous ai tout traduit en français, donc si vous voulez lire les mises à jour des équilibres de classe, vous avez les liens qui sont également ici. Autre information que je trouve très intéressante dans ce patch, probablement une qui m'a fait le plus plaisir, c'est les mises à jour sur le coût d'enchantement qui était assez rapidement insupportable. C'est vraiment un des points
point fort du jeu pour moi de pouvoir modifier une ligne comme ça d'un objet et de se dire ok cet objet est moyen et du coup avec la bonne stat il peut devenir très bien et si c'est un 3 sur 4 et bien peut-être que ça peut devenir un bis. Et franchement à jouer au loto et à palier 30-40 millions d'euros, et c'était un petit peu désespérant. Des fois on avait vraiment l'impression d'avoir la RNG contre nous et là on va avoir un coût assez drastiquement réduit sur l'enchantement et vous allez pouvoir faire beaucoup plus d'essais avant que ça vous coûte beaucoup trop cher. Donc il n'y a plus qu'à tester encore une fois pour voir combien d'enchantements réellement on va pouvoir faire par rapport à avant. Je pense, j'ai l'impression que c'est à peu près 2 fois moins cher. Donc il faut voir, parce que non seulement ça nous permettrait d'avoir l'affixe qu'on veut, mais potentiellement d'essayer de chercher le même affixe, mais de meilleure qualité, ce qui était assez difficile à faire avant. Parce que oui, vous pouvez tomber sur le bon affixe, mais c'est rare qu'il soit perfect. Et donc du coup là, on va pouvoir potentiellement aller chercher l'affixe parfait, et ça c'est pas mal. Les gemmes, on l'a dit, ça tombera plus au sol, ça va plus pourrir votre inventaire, donc ça c'est très bien. La disparition des élixirs quasiment, ils ont énormément réduit le taux de chute des élixirs, donc je sais pas pourquoi. Celles-là, ils sont vraiment, c'est un gros nerf. Ça passe de voilà, 0,5 à 0,02, donc les élixirs vont devenir très rares. Donc potentiellement aussi une très grande valeur marchande. Donc ça veut dire que quand vous allez dropper un élixir, pour vous, ça doit faire dans votre tête, ouh, ça c'est un gros paquet d'or, parce qu'on peut échanger les élixirs, déjà que ça valait cher, certains élixirs valaient très cher en fin de saison pour faire du Uber Lilith. Donc là, les élixirs vont devenir d'autant plus chers. Est-ce qu'on pourra toujours les crafter, etc. Je pense que oui, mais alors les élixirs vraiment de très haute puissance, qui peuvent être que droppés, je crois, vont valoir des sommes assez stratosphériques, notamment pour pouvoir tuer certains Uber Boss, si ils ont besoin d'avoir des élixirs évidemment pour les faire. Donc ça dépendra de la difficulté des boss, mais je pense que oui. Également, ils ont complètement revu le système de e-level qui va permettre tout simplement d'être progressif et augmenter en fonction de votre aventure et surtout du niveau de votre personnage. Ce qui fait que, voilà, après le passé 70, avant, on pouvait déjà, en faisant par exemple des donjons de cauchemar à peu près du niveau 40-50, avoir accès aux meilleurs objets du jeu potentiellement. A priori, maintenant, ça ne sera plus le cas et donc ça, c'est intéressant puisque ça offre du coup une meilleure perspective d'évolution. Et de se dire, ok, en fait, je suis level 75, j'ai besoin d'aller beaucoup plus loin dans le jeu pour continuer d'avoir des meilleurs loots. Donc ça, déjà, c'est motivant et ça pousse à aller jusqu'au niveau 100. Ce qui ne devrait pas trop être un problème étant donné le boost d'XP qu'on a reçu. A priori, on pourra obtenir des amoubliers aussi depuis le recyclage. Donc c'était déjà le cas, mais je crois que ça a été ajusté pour qu'on puisse du coup en avoir quand même, mais que ça nous incite quand même d'aller faire des Helltide, qui ont été également bien boostés en XP, mais également avec des améliorations de qualité de vie pour mieux voir les différents types d'objets qui sont dans les coffres. Donc ça c'est pas mal, notamment on les verra sur la carte. Autre petite modification assez intéressante qui peut un peu s'apparenter à un système de petit filtre, parce qu'on l'a demandé, le filtre on l'a pas eu, mais on a quelque chose qui s'apparente un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'en fait au niveau du butin, vous ne pourrez plus looter des trash loot. Vraiment, il y aura toujours des trash loot, mais pas des trop trash loot. C'est-à-dire que quand vous allez passer au palier 3 et ensuite 4, en fait, vous allez avoir certains objets qui ne vont tout simplement plus tomber. C'est-à-dire que, voilà, tout simplement, par exemple, quand vous êtes en temps 4, vous n'allez plus looter des objets sacrés. On n'aura vraiment que des rares ancestraux, etc. Et en fait, les loots sacrés qu'on était censé avoir, parce qu'en fait, c'est comme s'ils vont tomber, mais en fait, ils vont être convertis en ressources d'artisanat automatiquement. Et également, en or, a priori, on va pouvoir dropper beaucoup plus d'or. Donc là, on a vraiment un intérêt à aller dans les tiers-mondes supplémentaires, ce qui va clairement augmenter la vitesse à laquelle vous allez récupérer des objets de qualité, mais aussi des matériaux. La téléportation vers les donjons de cauchemar, ça on l'a dit, c'est une très bonne chose. Pour les activités de fin de jeu, il y a l'événement de la Légion qui a été buffé. Alors, je suis à moyennement d'accord avec ça. Bon, évidemment, pour l'XP, ça va être insane parce que la Légion, pour ceux qui savent, c'est clairement, c'était clairement l'événement qui donnait le plus d'XP, c'est-à-dire vous pouviez faire votre activité rentable. Hop, tiens, la Légion qui commence, je fais la Légion, je rush. Vous preniez des fois une barre et demie, voire plus, ça dépendait de votre niveau actuel. Donc la Légion, c'était vraiment extrêmement fort déjà, donc là c'est buffé. Et en plus de ça, les récompenses d'expérience pour la fin de l'événement ont été augmentées de 75%. Donc là, clairement, en l'état, la Légion sera juste insane pour monter en niveau. Jusqu'à quel niveau, je ne sais pas. À l'époque, je crois que franchement, ça commençait à devenir un peu inutile, je crois, au niveau 50, 60, 70. Vous me direz en commentaire, ça fait un petit moment, là, j'ai pas joué. Mais je sais qu'au bout d'un moment, c'était plus aussi intéressant. Mais là, avec le buff de 75%, j'ai l'impression que ça va être vraiment une activité quasiment indispensable au leveling, enfin en tout cas pour ceux qui veulent optimiser et aller le plus vite possible. Ça me paraît difficile de s'en passer. Également les boss mondiaux, donc on savait qu'ils avaient réduit le taux de pop, donc ça c'est très bien, mais aussi ils ont considérablement augmenté les récompenses. Alors je sais pas
à quoi ça fait allusion, parce que c'est un peu flou, hein, voilà, c'est un peu flou. Est-ce que c'est des matériaux qui vont être droppés, par exemple des prismes, on aura plus de prismes, ou alors on aura plus de légendaires, ou alors est-ce qu'on aura plus de chances d'avoir des uniques, voire des uber uniques sur les boss mondiaux? C'est une très bonne question. En tout cas, ils ont buffé leur point de vie et leurs dégâts, ce qui est une très bonne chose aussi parce que c'était vraiment des trash mobs, voilà, des sacs à loot comme on dit dans le jargon. Donc voilà, s'ils pouvaient être un peu plus difficiles, ça serait franchement pas une mauvaise idée. Donc on verra, à tester également. Il y a également énormément de buffs sur les montures, je vais pas me détailler là-dessus, mais bon, voilà, ça sera beaucoup plus agréable, je pense, d'utiliser la monture dans Diablo 4. Beaucoup d'ajustements dans les villes aussi qui seront plus agréables à utiliser, avec des coffres supplémentaires, notamment, c'est vraiment un des buffs les plus importants, c'est le coffre, parce que ça nous évite de faire des allers-retours. On a également plein de nouveaux TP, mais bon, ça on en avait déjà parlé. Au niveau des monstres, ils ont retiré le nerf du scaling qu'ils ont fait, donc ça on retrouve les monstres qui vont scaler sur notre niveau jusqu'au niveau 100 pour le World Tier 4, donc ça c'est très bien également. Quelques buffs également sur les anciens objets uniques à ce niveau-là. Gros changement également au niveau de l'armure, donc ça c'est très intéressant puisque ça va vous demander de réfléchir un petit peu mieux à votre itemisation, hein. Souvenez-vous, l'armure dans Diablo 4 c'était God tier en fait, ça permettait de réduire non seulement les dégâts physiques mais aussi les dégâts magiques, donc c'est simple, les statistiques de dégâts magiques on n'en avait rien à faire, on avait juste à prendre un maximum d'armure et ça nous protégeait à peu près contre tout et n'importe quoi. Là maintenant ça c'est terminé, mais l'armure a été énormément buffée, donc c'est-à-dire elle passe de 30 à 66%, donc on va vraiment pouvoir beaucoup plus réduire les dégâts physiques reçus. Par contre, l'armure ne contribue plus du tout à la réduction des dégâts non physiques, elle réduit que les dégâts physiques comme c'est précisé ici. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on réfléchisse maintenant à équilibrer nos résistances élémentaires, donc ça c'est une très bonne chose puisque c'est un peu la base de Diablo, enfin moi en tout cas je me souviens de Diablo 2, les résistances élémentaires c'était important d'aller en chercher, d'en avoir un peu de tout, et sinon tu passais pas les difficultés supplémentaires, hein. C'était aussi simple que ça en fait. Donc peut-être qu'ils essayent de revenir à quelque chose, un système comme ça, et d'ailleurs, franchement, de passer sur ce système-là, ça peut carrément augmenter la difficulté dans les mondes supérieurs, donc à voir. Il y a eu également une mise à jour au niveau des buckets de dégâts, donc l'overpower a été rework. Les attaques d'overpower infligent désormais jusqu'à 50% des dégâts supplémentaires en fonction du pourcentage de votre vie actuelle, et ils gagnent 2% de dégâts plus 1% de votre bise de base que vous avez en fortification. Et la FAB critique, donc enfin les coups critiques, désormais 50% de dégâts supplémentaires, et les dégâts de vulnérabilité infligent 20% de dégâts supplémentaires. Donc j'ai l'impression que c'est devenu des stats fixes, hein, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus les augmenter dans le jeu, donc peut-être qu'on va devoir choisir 2 nouvelles statistiques pour booster nos dégâts. Et en vrai, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée, je trouve que c'est plutôt même une bonne idée de repartir comme ça leur permettra d'avoir un meilleur contrôle en fait sur les builds et un meilleur contrôle sur le jeu de manière générale. Ensuite, il y a tous les patch notes de classe, donc peut-être d'ailleurs que je dédierai une vidéo par classe pour détailler un petit peu les patch notes de classe, parce que là déjà la vidéo fait 29 minutes, on va pas abuser non plus. Encore une fois, je vous laisse en prendre connaissance et on verra si je fais une vidéo dédiée à ce niveau-là en fonction du temps avant la sortie de la saison et des informations qui vont venir, parce que je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire encore. En tout cas, je trouve que globalement, il y a de très bonnes idées dans cette nouvelle saison, même si je demande à voir ce que ça va donner au niveau de la fin de jeu. C'est vrai qu'on s'attend d'avoir quelque chose d'assez énorme, hein, pour les joueurs de Diablo 4, peut-être que certains seront satisfaits à partir du moment où il y aura un système de classement qui est prévu, je le rappelle, pour la saison 3, donc c'est maintenant dans un peu plus de 3 mois, donc ça va arriver quand même assez rapidement aussi. Cette saison 2 va être un grand test, je pense, pour savoir si, ok, Diablo 4, est-ce qu'il a une bonne base pour pouvoir continuer sereinement. En vrai, il y a un bon potentiel quand même. Encore une fois, il n'y a plus qu'à tester pour se faire une idée. Je vous rappelle également que le recrutement pour mon clan Diablo 4 de la saison 2 est ouvert, mais ça va se remplir très vite puisqu'on avait déjà 80 places qui étaient réservées pour les personnes de la saison 1 du coup qui continue. Donc si vous voulez avoir une place, eh bien, dépêchez-vous. Ça se passe sur Discord. Sur ce, ciao!